Bonjour. Alors, on va commencer le premier cours de cardiologie qui sera malheureusement fait en visioconférence et pas en présentiel. En présentiel, ça serait bien meilleur. Mais vu le confinement, c'est la meilleure solution qu'on a trouvée. Donc, on va parler du rhumatisme articulaire aigu. Je suis le professeur Tachnoura. Alors, d'abord, on va définir le rhumatisme articulaire aigu. C'est quoi le rhumatisme articulaire aigu? C'est une pathologie, en fait, inflammatoire qui est d'origine infectieuse, mais c'est des manifestations inflammatoires suite à une infection donc de la voie de l'oropharynx par le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Donc une fois que le sujet est infecté, il fabrique des anticorps. C'est cette relation, donc c'est cette réaction, c'est ces anticorps qui seront à l'origine d'une manifestation inflammatoire qui vont donner le tableau clinique du rhumatisme articulaire aigu. Alors, l'âge de prédilection du rhumatisme articulaire aigu, c'est entre 5 et 15 ans, mais il est maximal, le pic, c'est entre 8 et 10 ans. C'est-à-dire que quand vous êtes aux urgences et que vous recevez un enfant entre 8 et 10 ans qui a une angine, il faut penser que c'est plus probable que ce soit une angine streptococcique et pas une angine virale. On verra ça après en détail. Alors au plan épidémiologique, le rhumatisme articulaire aigu, c'est vrai dans sa forme flamboyante, a disparu des pays industrialisés, mais même dans les pays dits en voie de développement. D'autre part, donc il y a des facteurs. Ces facteurs, lorsqu'ils sont associés, ils contribuent à la survenue de cette pathologie. C'est une maladie infectieuse, donc forcément, elle apparaît chez des patients dont le niveau socio-économique qui est bas, donc un état nutritionnel qui est bas, une promiscuité qui est importante et une qualité de soins qui est mauvaise. Donc si on améliore ces 4 entités, forcément dans les pays qui ont amélioré ces 4 entités, on a éradiqué pratiquement le rhumatisme articulaire aigu. De plus, l'utilisation des antibiotiques avec le traitement des angines avec une bonne stratégie des antibiotiques a aussi contribué à réduire le rhumatisme articulaire aigu. En Algérie, c'est une pathologie à déclaration obligatoire et il y a à peu près 1000 patients qui sont annuellement déclarés. Ça, c'est les formes typiques. On va voir qu'en réalité, c'est pas la forme la plus fréquente en fait. Alors, comment on sait que le rhumatisme articulaire aigu est toujours présent? C'est parce qu'en faisant des échocardiographies, et à l'échocardiographie, il y a des lésions qui sont typiques du rhumatisme articulaire aigu, voire au moins évocatrice du rhumatisme articulaire aigu, là on se dit que ce patient, dans ses antécédents, il a fait une poussée rhumatismale qui est passée inaperçue. C'est ce qu'on appelle les formes torpides. Alors l'Algérie n'est ni un pays qui est à forte prévalence, ni un pays à faible prévalence, donc il est à peu près au milieu. Alors, la survenue du rhumatisme articulaire aigu, il faut des facteurs, il faut une association d'un certain nombre de facteurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une infection avec le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, et c'est une infection en général oropharyngée. Donc, il faut une infection pharyngée par le germe, le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Il faut un sujet, en général, il existe une susceptibilité individuelle. Pourquoi? Parce que dans une population, plusieurs enfants vont faire une infection par streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Et il n'y a que juste certains qui vont faire un rhumatisme articulaire aigu. Et puis, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut des conditions défavorables, donc des conditions socio-économiques. La promiscuité, c'est une maladie infectieuse, évidemment. Alors, une fois qu'il y a une infection, l'organisme va fabriquer des anticorps et ces anticorps-là qui sont contre, donc vous avez les différents antigènes, c'est la streptolysine ou la streptodornase et puis après vous avez donc tous ces anticorps, l'antistreptolysine A, les antistreptodornases, les antihyaluronidases. Tous ces anticorps, il y a une similitude antigénique avec certains tissus de l'organisme humain, à savoir le cœur, le cerveau, les articulations et la peau. Et donc, il va y avoir un tableau clinique qui peut être polymorphe, mais il faut savoir que toutes les lésions, il y a une restitution ad intégram
l'atteinte articulaire, cutanée, du système nerveux central. La seule lésion qui laisse des séquelles, c'est les atteintes cardiaques. Donc la sévérité du rhumatisme articulaire aigu tient du fait qu'il y a une atteinte cardiaque. Alors, l'éthiopathogénie du rhumatisme articulaire aigu, donc c'est l'expression clinique d'un conflit immunologique entre les anticorps de l'organisme et ses propres tissus. Donc, vous avez des dépôts au niveau, il va y avoir, donc j'avais dit qu'il y avait plusieurs organes qui peuvent être touchés, donc c'est des dépôts d'hymen complexes. Au niveau des articulations, ça va donner des arthrites. Alors pourquoi on parle de rhumatisme articulaire aigu? Parce que justement, donc c'est ce qu'on appelle la maladie de Bouillot, c'est justement quand ça a été décrit initialement, qu'est-ce qui est le plus parlant dans cette pathologie? C'est l'atteinte articulaire, c'est des arthrites qui sont sévères et donc qui sont parlantes, et c'est comme ça qu'on a parlé de rhumatisme articulaire aigu. Donc au plan anatomopathologique, au niveau des articulations, ça crée une arthrite aiguë inflammatoire. Ce n'est pas une arthrite infectieuse, c'est une arthrite inflammatoire. Donc, la guérison survient sans aucune séquelle. Au niveau cardiaque, vous avez les 3 tuniques qui sont touchées. Donc, vous avez la tunique la plus touchée, c'est l'endocarde. Un petit peu moins le myocarde et parfois le péricarde. Alors, au niveau de l'endocarde, il faut savoir que c'est une atteinte notamment valvulaire, c'est au niveau des valves que c'est le plus fréquent. Alors, il faut savoir que la valve la plus touchée, c'est la valve mitrale, puis la valve aortique, la tricuspide et exceptionnellement la voie pulmonaire. Et puis après, c'est pas uniquement une seule valve, on peut avoir chez un même malade une atteinte de plusieurs valves. Plus le rhumatisme est récurrent, plus l'atteinte est sévère, plus il peut y avoir une atteinte multivalvulaire. Alors, comment ça commence au plan anatomopathologique? Donc, dans la phase toute initiale du rhumatisme articulaire, de la poussée rhumatismale, vous avez des lésions verruqueuses qu'on retrouve donc au niveau de l'endocarde, et ces lésions sont complètement réversibles. Si le malade est traité à ce stade-là, donc c'est des lésions qui sont complètement réversibles. Puis, à un stade ultérieur, il va y avoir atteinte du sous-endocarde, et du coup, cette atteinte, en général, ce n'est pas réversible. Ça va cicatriser sous forme de sclérose, puis de calcification, et c'est ça qui va donner les valvulopathies rhumatismales. Au niveau du péricarde, on a donc, c'est une inflammation du péricarde, donc ça va être un épanchement péricardique fibrineux, comme tous les épanchements péricardiques. Une caractéristique, c'est que ça n'évolue pas vers la constriction et ça donne très peu de tamponnade. Au niveau myocardique, il s'agit d'une atteinte interstitielle diffuse qui va cicatriser au bout de quelques semaines sous forme de fibrose. Donc forcément, il va y avoir remplacement de certaines cellules myocardiques par de la fibrose, d'où la probabilité d'une atteinte myocardique ultérieure. Alors, les manifestations au plan manifestations cliniques, dans les formes symptomatiques, je vous ai dit que l'atteinte articulaire, c'est la plus parlante sur le plan symptomatique. Donc, il s'agit d'une polyarthrite qui a des caractéristiques particulières, en plus du fait que c'est une arthrite qui est inflammatoire. Elle a des caractéristiques cliniques. C'est quoi ces caractéristiques? C'est une arthrite donc, qui est d'abord fugace, c'est-à-dire vous passez le matin, vous voyez un enfant, il a une arthrite du genou, et puis le soir, le lendemain, elle peut ne plus exister. Donc elle est fugace. L'autre caractéristique, c'est qu'elle est erratique, c'est-à-dire qu'un jour, c'est plutôt le genou, le lendemain, c'est l'épaule. La troisième caractéristique, c'est que ça ne touche pas les petites articulations, ça touche les grosses articulations. Donc, en résumé, grosses articulations, migratrices ou erratiques,
et fugace. Donc, c'est ça les caractéristiques. Alors, j'ai dit qu'il s'agissait d'une polyarthrite, mais il faut savoir que parfois, il y a des formes cliniques où il y a une oligoarthrite, voire une monoarthrite. C'est rare, mais ça existe. Alors, l'autre manifestation clinique, c'est l'atteinte cardiaque. Donc, quand il existe une atteinte endocarditique, j'avais dit que c'était prédominant au niveau valvulaire. Donc, forcément, qu'est-ce qu'il va y avoir quand une valve est altérée? Donc, il va y avoir une altération de la fermeture de la valve. Et donc, l'altération de la fermeture de la valve va donner une fuite mitrale qui va être plus ou moins sévère. Donc, cette fuite mitrale, donc si c'est la valve mitrale, ça va être une fuite mitrale. Si c'est une valve aortique, ça va être une fuite aortique. Alors, au niveau myocardique, quand existe une atteinte myocardique, ça va être comme toutes les myocardites en fait, donc c'est une altération de la contractilité. Cette altération de la contractilité va donner une insuffisance cardiaque qui va être compensée ou décompensée, donc qui va s'exprimer au plan clinique par une tachycardie, une dyspnée, un essoufflement, un rythme de galop, et puis à l'échocardiographie, à la radio du thorax, on va avoir une cardiomégalie, à l'échocardiographie, donc on va avoir une altération de la fonction systolique myocardique. Alors, quand existe une atteinte péricarditique, l'atteinte péricarditique, elle est rare, donc c'est comme l'atteinte myocarditique aussi, qui est rare. Elle s'exprime par des précordialgies, c'est typiquement la douleur typique de la péricardite, donc toutes les caractéristiques d'une douleur péricarditique. À l'auscultation, on va avoir un frottement péricardique qui va être différencié du frottement pleural par le fait que le frottement pleural disparaît lors de l'apnée, alors que le frottement péricardique persiste. À l'électrocardiogramme, il va y avoir des troubles de la repolarisation, c'est les signes, les différents stades de Holzmann qu'on va vous parler quand on fera le cours péricardite. Alors, les caractéristiques de la péricardite rhumatismale, c'est qu'elle n'évolue, la tamponade est exceptionnelle et elle n'évolue pas vers la constriction. Donc, quand vous voyez péricardite constrictive chez un adolescent ou chez un adulte, il ne faut pas retenir dans les diagnostics étiologiques un antécédent de rhumatisme articulaire aigu. Alors, les cardites, elles sont classées en 3 stades. Vous avez la cardite légère, la cardite modérée et la cardite sévère. Alors, la cardite légère, de quoi il s'agit? En fait, il s'agit d'une atteinte modérée inflammatoire des valves. Du coup, à l'auscultation, on va avoir un souffle qui va être à peine audible. À la radio du thorax, il n'y a pas de cardiomégalie, donc en fait, en général, c'est une atteinte endocarditique simple. Il n'y a pas une pancardite. La cardite modérée, le souffle il sera déjà un peu plus ausculté. On ausculte aisément le souffle de fuite. Et il va y avoir, par contre, il ne va pas y avoir de signe de gros débit, il n'y a pas de galop, il n'y a pas donc de cardiomégalie à la radio du thorax. Alors, la cardite sévère, en général, il s'agit d'une pancardite. Donc, c'est une atteinte, le souffle il va être intense, il va y avoir tous les signes d'une pancardite, donc d'une atteinte sévère. Donc, il va y avoir un gros cœur à la radio du thorax, il peut y avoir des signes d'insuffisance cardiaque qui peuvent être plus ou moins sévères. Et il va y avoir une atteinte péricardite à l'échocardiographie, donc il va y avoir une atteinte valvulaire, une altération de la fonction myocardique et un épanchement péricardique éventuellement. Alors, il faut savoir que plus la cardite est sévère, plus les séquelles ultérieures sont importantes. Et donc, c'est des patients qui vont avoir qui vont évoluer vers la valvulopathie rhumatismale secondairement, avec plus ou moins atteinte myocardique, puisqu'on a dit que l'atteinte péricarditique, en général, elle régresse, elle ne laisse pas de séquelles. Alors, un autre organe touché, c'est le système nerveux central. C'est
ça s'exprime, la symptomatologie s'exprime par la chorée de Sydenham. Donc la chorée de Sydenham, contrairement, donc c'est quoi sa caractéristique? Donc c'est une manifestation qui peut être très tardive, c'est-à-dire que les parents, ils ont oublié complètement l'épisode angineux de leur enfant, et donc 5-6 mois après, l'enfant va faire une chorée. Comment elle s'exprime? Elle s'exprime par, donc l'enfant va avoir des mouvements amples et rapides et désordonnés, et il y a aussi associé à une faiblesse musculaire et surtout une labilité émotionnelle. Donc c'est un enfant qui va passer des larmes au rire très facilement. La caractéristique de cette chorée, c'est qu'elle disparaît sans laisser de séquelles, contrairement aux autres chorées, comme la chorée de Huntington, par exemple, qui s'aggrave avec le temps. Les formes cutanées, quand elles existent, elles sont très intéressantes parce qu'elles constituent elles aussi des critères majeurs, et surtout, c'est des atteintes qui sont typiques. Alors, les deux atteintes cutanées sont l'érythème marginé de Besnier. Alors, l'érythème marginé de Besnier, c'est un exanthème qui est rosé, qui existe surtout au niveau du tronc. Alors, ça constitue donc à la racine, plutôt à la racine des membres. Donc, ça va dessiner comme un caleçon. Quand on en a vu un cas après, c'est tellement pathognomonique qu'on reconnaît très facilement. Sa caractéristique, c'est qu'il est ni pustuleux, ni prurigineux, il n'est pas prurigineux, et il est fugace. Donc, il disparaît sans laisser de séquelles. Les nodules sous-cutanés de Meynet, donc c'est des nodules qui s'enferment, indolores, et donc si on ne les recherche pas, on ne va pas les trouver parce qu'il n'y a pas de signes inflammatoires ni de signes douloureux. Ils existent surtout sur sur les faces d'extension des articulations. Le diagnostic différentiel, c'est bon, après on va en parler tout à l'heure. Alors, les examens complémentaires, c'est l'érythème noueux en fait. Alors, les examens complémentaires, vous avez à l'électrocardiogramme, on peut avoir un signe, c'est la tachycardie sinusale en faveur de la myocardite. Vous avez un allongement de PR, c'est une atteinte du tissu nodal, donc en fait, il faut... quand ça existe, ça veut dire qu'il y a une atteinte myocarditique, et vous pouvez avoir des signes en faveur d'une atteinte péricarditique, c'est-à-dire des troubles de la repolarisation. Au plan biologique, on a des signes inflammatoires. C'est très important d'avoir un état de référence. C'est par rapport à ça qu'on va voir l'évolutivité sous traitement médical. Donc, c'est l'AVS, la CRP, le fibrinogène qui vont être élevés. Et puis après, on a des signes directs, donc des signes d'infection streptococcique, du streptocoque du groupe A. Donc, c'est l'augmentation des ASLO, donc des anticorps. Ça, c'est des signes indirects de l'infection, l'augmentation des anti-DNase. C'est toujours un signe indirect. Le signe direct, c'est l'existence toujours du streptocoque au niveau de la gorge de l'enfant ou de l'adolescent. Donc, à ce moment-là, c'est un écouvillonnage et une culture qui va être positive au streptocoque. L'échocardiographie est très utile à la phase aiguë pour savoir l'atteinte, 6 mois après la pathologie pour voir les séquelles précoces, et parfois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des enfants, c'est des adolescents qui n'ont jamais rapporté de forme de rhumatisme articulaire aigu et à l'âge adulte. On va trouver des lésions typiques de RA, comme un rétrécissement mitral par exemple, qui a 99% d'origine rhumatismale. À ce moment-là, on va dire que ce patient a un antécédent de rhumatisme articulaire aigu passé inaperçu. Alors, donc au plan échocardiographique, c'est très utile, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si on trouve un épanchement péricardique, ça veut dire qu'il existe une atteinte péricarditique. Le volume cardiaque, lorsqu'il est augmenté, ça veut dire qu'il existe une atteinte myocarditique, la cinétique myocardique et les anomalies valvulaires. Par contre, il faut faire très attention parce que
Quand c'est le premier épisode, effectivement, on a uniquement les lésions qui sont dues à l'épisode actuel. Mais il faut savoir que parfois, c'est une atteinte, donc c'est une atteinte, c'est une récidive, première, deuxième, troisième récidive. Et donc, à l'échocardiographie, vous allez retrouver les lésions qui sont dues à l'épisode actuel, mais vous allez avoir aussi des lésions qui sont dues aux épisodes antérieurs. Donc, l'échocardiographie pose le diagnostic, recherche les séquelles de la poussée actuelle, recherche un antécédent de poussée et, comme je vous ai dit tout à l'heure, pose le diagnostic du RAA, forme torpide, donc les poussées sont passées inaperçues. Alors, pour poser le diagnostic, il y a eu une classification, classe les critères cliniques et biologiques en critères majeurs et en critères mineurs. Alors, les critères majeurs, c'est lesquels? C'est l'existence d'une cardite, l'existence d'une polyarthrite avec tous les critères qu'on a énoncés tout à l'heure, typiques de la polyarthrite du rhumatisme articulaire aigu. Vous avez la chorée de Sydenham, l'érythème marginé et les nodosités sous-cutanées. Donc ça, c'est des critères majeurs. Les critères mineurs, c'est quoi? C'est une fièvre, des arthralgies, une VS élevée, une hyperleucocytose, une CRP élevée. À l'électrocardiogramme, vous avez l'allongement du PR aussi, qui fait partie des critères mineurs. Alors, pour la preuve de l'infection streptococcique plutôt, vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, des signes en faveur d'une infection. Donc des signes indirects, c'est la présence d'anticorps, et les signes directs, c'est la présence à la culture du germe. Alors, comment on pose le diagnostic de rhumatisme articulaire aigu? Donc, on pose le diagnostic de rhumatisme articulaire aigu selon les critères de Jones. C'est des critères donc, qui sont établis par l'OMS et qui n'ont pas changé parce qu'en fait, alors vous allez remarquer que dans les critères diagnostiques de l'OMS, vous avez les critères cliniques, les critères biologiques et l'électrocardiogramme. Il n'y a pas l'échocardiographie. Parce que c'est une maladie, donc pour homogénéiser le diagnostic à travers toute la planète, donc on n'a pas exigé les critères échocardiographiques justement pour que ce soit homogène, pays pauvres, pays riches, pays intermédiaires, etc. Alors, comment on pose le diagnostic devant un premier épisode de rhumatisme articulaire aigu? Donc, si vous avez deux critères majeurs, vous avez vu que les critères majeurs, c'est des critères cliniques, ou alors un critère majeur et deux critères mineurs, on pose le diagnostic. Par exemple, un malade qui a une cardite, qui a une infection, qui a des anticorps et qui a une VS élevée et un PR allongé, vous avez le diagnostic, vous validez le diagnostic de rhumatisme articulaire, de poussée rhumatismale. Alors maintenant, lorsqu'il s'agit d'une récidive chez un patient qui n'a pas d'antécédent de cardiopathie rhumatismale antérieure, donc quand il n'y a pas d'antécédent, vous avez besoin, c'est pareil comme le premier épisode, parce que, quand il s'agit d'une récidive de rhumatisme articulaire aigu chez un malade qui n'a pas gardé donc de cardiopathie rhumatismale antérieure, donc qui n'a pas gardé de séquelles rhumatismales ou dont le diagnostic de cardiopathie n'a pas été posé lors du premier épisode. À ce moment-là, c'est les mêmes critères diagnostiques qu'un premier épisode. Maintenant, on a une troisième possibilité. C'est le malade qui a une récidive de rhumatisme articulaire aigu avec un antécédent de cardiopathie rhumatismale antérieure. Donc, il est déjà porteur de cardiopathie. Donc, s'il est porteur de cardiopathie rhumatismale, qu'on est sûr que c'est une cardiopathie rhumatismale, ça fait déjà un critère majeur. Donc, chez ce malade-là, il faut poser le diagnostic très, très, très vite parce que les récidives sont toujours plus dangereuses, donc parce que les délabrements valvulaires vont être plus importants. Donc, dans ce cas, on a déjà un critère majeur qui est la cardite rhumatismale. On n'a besoin que de deux critères mineurs et de la preuve directe ou indirecte de l'infection streptococcique.
Maintenant, chez une personne qui a des lésions valvulaires rhumatismales chroniques et qui se présente pour la première fois. Donc, vous recevez un patient et vous avez à l'échocardiographie des critères en faveur du rhumatisme articulaire aigu. Vous n'avez besoin d'aucun critère. Vous retenez dans son dossier le diagnostic de valvulopathie rhumatismale. Donc, je reçois une femme de 29 ans, de 25 ans. Je dis une femme parce que le RM, vous allez voir, est beaucoup plus fréquent chez la femme. Et le RM, c'est une pathologie typiquement post-ERA. Donc, vous avez une femme qui vient chez qui vous posez une rétention mitrale, vous écrivez rétention mitrale d'origine rhumatismale, vous êtes sûr du diagnostic. Donc, les formes cliniques, j'ai dit, on a parlé de la forme typique. Donc, la forme typique, c'est association de plus ou moins des critères majeurs et de critères mineurs. Et je vous ai dit que maintenant, on a de moins en moins de formes typiques. Donc, c'est plutôt des formes mineures, des récidives ou des formes insidieuses. Les formes les plus fréquentes, c'est des formes insidieuses. C'est parce que les antibiotiques, effectivement, ils sont prescrits, mais parfois ils sont mal prescrits. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'infection, elle est traitée, mais elle est mal traitée. Donc, il ne va pas y avoir tous les critères cliniques d'une forme typique, mais il va y avoir atteinte rhumatismale. Donc, le syndrome post-streptococcique mineur, c'est une forme atypique où les critères majeurs sont absents. Donc, vous n'avez pas de critères majeurs, vous avez juste un enfant qui a une polyarthralgie fébrile, donc il n'y a pas d'arthrite, sinon on parlerait d'une forme typique. Il va y avoir une angine traînante, fébrile. Il va y avoir un PR lent. Parfois, c'est un enfant qui consulte uniquement pour un PR lent, donc pour un BAV du premier degré, avec un syndrome inflammatoire. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher les critères de l'infection post-streptococcique, soit direct, soit indirect, et grâce à ça, on va poser le diagnostic d'un syndrome post-streptococcique chez cet enfant, qui va être mineur, puisqu'il n'y a pas de critères majeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si l'infection, donc même si c'est une forme mineure que fait cet enfant ou cet adolescent, la probabilité de survenue d'une cardite existe. Donc c'est les mêmes, donc il faut traiter ces formes-là. La récidive. Donc la récidive, donc en cas d'antécédent de rhumatisme articulaire aigu avéré, quand il y a une récidive, quand c'est quelqu'un qui a déjà un antécédent typique, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de critères majeurs. Vous avez besoin des critères mineurs de la preuve de l'infection post-streptococcique pour poser le diagnostic de récidive. Donc, et puis, vous avez, comme je vous ai dit, la cardite insidieuse tardive, torpide. C'est la découverte d'une cardite évoluant à bas bruit avec syndrome inflammatoire biologique mais sans signe articulaire. Alors, les diagnostics différentiels. Donc, il va y avoir un diagnostic différentiel en fonction de tous les critères majeurs, donc des symptômes en fait. Donc, si le diagnostic principal est une cardite, donc c'est pas toujours une cardite rhumatismale devant un souffle, donc c'est pas toujours une cardite rhumatismale, ça peut être tout simplement un souffle anorganique. Donc à ce moment-là, le syndrome inflammatoire sera peut-être dû à une autre pathologie, et dans ce cas-là, il ne va pas y avoir de signe en faveur d'une infection post-streptococcique. Ça peut être une endocardite infectieuse, donc il faut vraiment poser le diagnostic, parce que dans un cas, on traitera avec des corticoïdes, si c'est un ERA, et dans l'autre cas, ce sera plutôt des antibiotiques. Donc il faut faire très attention à ce diagnostic. Parfois, c'est une cardiopathie congénitale. Vous pouvez avoir aussi une CMH qui va donner un souffle de fuite, une myocardite virale, tout simplement, si la forme, donc, c'est plutôt une myocardite, ou parfois une péricardite virale, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le rhumatisme articulaire aigu peut s'exprimer sous forme d'une atteinte de l'endocarde, du myocarde, du péricarde. Donc les trois peuvent poser des diagnostics différentiels. Maintenant, devant une polyarthrite, on peut évoquer plusieurs diagnostics. Alors là, vous avez toutes les maladies, les arthrites chroniques juvéniles, vous avez le purpura rhumatoïde, vous avez une infection
articulaire. À ce moment-là, la différence, c'est qu'elle sera ni fugace ni erratique, mais elle va être plutôt fixe. Donc, en fait, il faut juste respecter les critères cliniques de la polyarthrite rhumatismale. Et donc, si on ne les retrouve pas, il faut évoquer très rapidement un autre diagnostic. Vous avez la maladie de Lyme, vous avez une endocardite infectieuse avec arthralgie ou arthrite, vous avez toutes les hémopathies, les leucémies, les lymphomes, et vous avez les arthrites réactionnelles. Donc, devant une chorée, il faut penser à toutes les atteintes neurologiques avant de retenir la chorée de Sydenham. Je vous ai dit que d'abord c'est rare, et puis donc il faut avoir éliminé, il faut penser à toutes les autres causes d'atteinte neurologique. Vous avez la chorée de Huntington, vous avez le lupus érythémateux systémique, les intoxications médicamenteuses, la maladie de Wilson, la maladie de Lyme, une tumeur cérébrale, une encéphalopathie. Donc il faut explorer. Il ne faut pas retenir très facilement la chorée de Sydenham, surtout que celle-là est une chorée qui part sans laisser de lésions, de séquelles, alors que toutes les autres sont plutôt dans des séquelles. Alors, évolution et pronostic. Alors, devant la première poussée, le pronostic d'une poussée rhumatismale, il dépend, comme je vous ai dit tout à l'heure, au tout début du cours, de l'existence ou non d'une cardite. C'est la cardite qui représente l'élément de mauvais pronostic du rhumatisme articulaire aigu. Toutes les autres lésions sont réversibles sans séquelles. Donc la seule atteinte, le seul organe lorsqu'il est atteint laisse des séquelles, c'est l'atteinte, c'est la cardite. Donc quand il y a une cardite, il va y avoir forcément une séquelle, et en fonction de la sévérité de l'atteinte, la séquelle va être plus ou moins importante. Donc les rechutes en l'absence de prophylaxie, c'est pour ça qu'il faut faire une prophylaxie, je vous expliquerai tout à l'heure comment, la prophylaxie rhumatismale. Donc en présence d'une prophylaxie, les rechutes, elles sont très fréquentes, surtout dans les 5 années suivant la première poussée rhumatismale. Donc avec un risque d'apparition ou d'aggravation. Donc plus le malade fait des rechutes, plus la probabilité de l'atteinte valvulaire sera importante, plus les séquelles valvulaires seront importantes. Alors, les cardites, lorsqu'elle est traitée très précocement, rappelez-vous, je vous avais dit, si on était juste en phase de l'atteinte verruqueuse, c'est complètement réversible, quand il n'y a pas encore d'atteinte sous-endocardétique. Donc, d'où le diagnostic précoce, le début du traitement précoce. Donc, la cardite peut régresser. Les lésions valvulaires, par contre, lorsqu'elles persistent, elles vont progresser. Donc, l'inflammation va être remplacée par de la fibrose, puis après des calcifications, et ça va donner les valvulopathies que vous allez voir après dans votre pratique. Alors, le traitement. Le traitement, vous avez le traitement de la poussée, le traitement prophylactique, on va en parler, la prévention primaire et la prévention secondaire. Alors, devant une poussée rhumatismale, qu'il y ait atteinte cardiaque ou uniquement atteinte articulaire seule, il faut hospitaliser et mettre au repos le patient. Alors, bien sûr, c'est une maladie infectieuse, le germe, il est toujours là, même si l'enfant n'a plus d'angine, mais le germe est toujours là, donc il faut traiter avec des antibiotiques. Et le meilleur des traitements quand il n'y a pas de contre-indication, c'est la benzatine, benzine, pénicilline. Donc à raison de 600 000 unités intramusculaires lorsque l'enfant a moins de 30 kg et 1 200 000 unités si l'enfant a plus de 30 kg. Et vous allez voir que c'est ce qu'on va utiliser comme traitement prophylactique secondairement. Lorsqu'on ne peut pas mettre un traitement injectable, c'est un enfant qui a un problème de l'hémostase, c'est un jeune qui a déjà un traitement anticoagulant pour une pathologie autre. Donc à ce moment-là, on va donner de la pénicilline V, donc par voie orale. Lorsqu'il existe une allergie aux pénicillines, à ce moment-là, on va avoir recours à l'érythromycine, donc pendant 10 jours. Alors, à ce traitement antibiotique, il faut associer, j'avais dit que le rhumatisme articulaire aigu est une maladie
inflammatoire qui fait suite à une maladie infectieuse. Donc, on a traité l'infection. Maintenant, il faut traiter l'inflammation. Donc, l'inflammation, donc le meilleur traitement dans ce cas-là, c'est des corticoïdes qui sont préférés à l'aspirine parce que ça répond beaucoup mieux. Donc, la corticothérapie, c'est de la prednisone par voie orale qu'il faut donner au milieu des repas. Donc, il y a deux phases, il y a un traitement d'attaque, il y a un traitement d'entretien. En fait, le traitement d'entretien, ça va être la dégression de la corticothérapie. Alors, dans ce cas-là, il faut traiter à raison de 2 mg kg par jour sans jamais dépasser 80 mg par jour. C'est-à-dire qu'un enfant, s'il a 40 kg au plus, il prendra 80 mg par jour. Alors, la phase d'entretien, ça va être une dégression par palier de 5 mg par semaine et la prednisone, elle s'y prête puisque c'est des comprimés de 5 mg. Il y a des comprimés de 5 mg. Alors, si l'enfant ou l'adolescent a une poussée rhumatismale sans cardite, à ce moment-là, donc, on va donner un traitement de 2 semaines de traitement d'entretien, c'est-à-dire à dose pleine, et on va faire une dégression sur 6 semaines comme traitement d'entretien. C'est pour ça qu'en fait, c'est très important. Dès que vous avez votre diagnostic, il faut classer en absence de cardite, cardite légère, la cardite modérée et cardite sévère parce que la durée du traitement d'entretien et du traitement d'attaque diffère. Et il s'agit de corticoïdes à donner à un enfant. Donc, il faut être très prudent. Alors, le rhumatisme, donc maintenant, si c'est une cardite légère ou modérée, on va donner un traitement d'entretien de 3 semaines, un traitement d'attaque de 3 semaines et un traitement d'entretien de 6 semaines. Donc, on va allonger la durée du traitement d'attaque parce que la cardite est plus sévère. Maintenant, chez l'enfant ou l'adolescent c'est l'adulte jeune aussi, qui a un rhumatisme articulaire aigu avec cardite sévère, pourquoi je dis enfant, c'est parce que je vous avais dit que là c'était plus fréquent entre 5 et 15 ans et surtout entre 8 et 10 ans. Donc le rhumatisme articulaire aigu, si la cardite est sévère, à ce moment-là on va allonger aussi bien la phase d'attaque que le traitement d'entretien. Donc, la durée de la phase d'attaque va être de 3 semaines et la durée de la phase d'entretien va être de 9 semaines. Alors, la surveillance du traitement, on va surveiller, en fait, la surveillance du traitement, elle va être double. On va surveiller les complications du traitement, il s'agit d'un traitement corticoïde, donc avec toutes les précautions à prendre devant un traitement corticoïde à forte dose chez un enfant. Et on va surveiller l'évolution de la maladie. Donc, ce qu'il faut faire, il faut contrôler est-ce que les arthrites ont disparu, est-ce que les signes neurologiques ont disparu. Ça, c'est les critères cliniques. Est-ce que le souffle a régressé, est-ce que le galop a diminué, est-ce que la douleur d'une péricardite a diminué. Et on va regarder les complications de la corticothérapie, c'est-à-dire qu'on va prendre le poids et la pression artérielle du malade, parce que s'il y a une prise de poids très importante, c'est une rétention hydrosodée, ça vous le savez, dans le traitement corticoïde. Alors, une VS, il faut vérifier l'inflammation, et il faut faire une VS hebdomadaire qui va être dégressive, parce que s'il y a une réascension de la VS, ça veut dire que c'est un rebond, on va en parler tout à l'heure. Et puis après, si le malade a un BAV du premier degré, un PR lent, à ce moment-là, il faut contrôler avec l'électrocardiogramme la régression de ce dernier, la régression de la tachycardie sinusale qui va signer aussi la régression de la myocardite. Donc, comme j'ai dit, contrôle double de l'évolution de la maladie et de la corticothérapie. Alors, dans le suivi, vous pouvez avoir une bonne évolution, donc la VS qui dégraisse, les signes cliniques qui disparaissent, etc. Comme vous pouvez avoir d'autres façons d'évoluer de votre malade, donc vous pouvez avoir ce qu'on appelle un rebond. Alors un rebond, c'est quoi? C'est une reprise du syndrome inflammatoire biologique durant la phase d'entretien sans qu'il y ait de signes cliniques. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On a deux façons de faire. Soit on associe de l'aspirine au traitement corticoïde et on continue à dégraisser de la même façon comme c'était prévu.
Ou alors, on prolonge la phase d'entretien d'1 à 2 semaines. Donc, au lieu, par exemple, si on va prendre l'exemple d'une cardite modérée où la durée du traitement d'entretien est de 6 semaines, on va passer à 7 ou 8 semaines. Alors, l'autre cas de figure, c'est une reprise. Alors, c'est quoi la reprise? Vous êtes en train de traiter votre enfant, votre malade, les signes cliniques ont régressé, le syndrome inflammatoire est en train de diminuer, et puis un jour, à un moment donné, lors du traitement d'entretien, il va y avoir le syndrome inflammatoire qui va reprendre, aussi bien clinique que biologique, donc une arthrite, une arthralgie, etc., des signes cutanés, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? C'est un peu plus sévère. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre la dose d'attaque durant 1 semaine, puis faire la dégression comme c'était prévu. Alors, le traitement prophylactique, c'est une maladie infectieuse et donc il y a une propension à la récidive. Et je vous ai dit que les récidives sont très dangereuses, donc il faut faire très attention. Donc, la prophylaxie, elle peut être donc qui est à la prophylaxie primaire. C'est quoi la prophylaxie primaire? C'est en fait traiter toutes les angines streptococciques pour éviter complètement la survenue de poussée rhumatismale et donc de cardite, puisqu'on a dit que la cardite représentait l'élément pronostique de cette pathologie. Donc, c'est chez les malades qui font des angines à répétition, il faut mettre une prophylaxie par des antibiotiques. C'est de la benzatine, benzine, pénicilline tous les 21 jours à raison de 600 000 unités lorsque l'enfant ou le malade a moins de 30 kg ou 1 million de sang lorsqu'il a plus de 30 kg. Ou alors de la pénicilline V lorsqu'il y a une contre-indication, un traitement intramusculaire, ou alors de l'érythromycine lorsque le malade a une allergie à la pénicilline. Ça, c'est la prophylaxie primaire. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas de cardite rhumatismale, qui n'a pas d'antécédent de poussée rhumatismale et qui fait des angines à répétition. Alors, le traitement, donc, l'OMS propose une stratégie diagnostique distinguant une angine streptococcique et une angine virale. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous avez, en fait, lorsque vous êtes aux urgences de pédiatrie, vous avez des enfants, beaucoup d'enfants qui viennent pour angine. Il faut savoir que la majorité de ces enfants, c'est plutôt des angines virales. Mais notre but, donc ce qu'il faut, c'est il ne faut pas qu'on mette tout le monde sous antibiotiques, ça n'a pas de sens, mais il ne faut pas qu'on passe à côté d'un malade qui a une angine post-streptococcique. Donc, quand est-ce qu'il faut y penser? D'abord les tranches d'âge dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais surtout les critères d'une angine. Je vais vous donner les critères, comment reconnaître une angine streptococcique et une angine non streptococcique, c'est-à-dire plutôt virale. Alors, une angine streptococcique, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est en général entre 5 et 15 ans, alors que l'angine virale peut survenir à n'importe quel âge, aussi bien chez les tout-petits que chez les sujets plus âgés. Alors, le mode d'apparition, c'est un mode d'apparition qui est soudain dans l'angine streptococcique. J'ai l'habitude de donner cet exemple, c'est des parents qui déposent leur enfant à l'école, il n'a absolument rien du tout, et puis après, la maîtresse ou la directrice les appelle à 10 heures, votre enfant, il fait énormément de fièvre, il fait beaucoup de fièvre, donc là, il faut penser plutôt à une angine bactérienne. Alors que l'enfant qui va avoir une angine virale, il était déjà grognon la veille, donc il avait déjà le nez qui coulait un peu, et puis après, il va faire de la fièvre. L'autre différence, c'est que l'angine post-streptococcique, la fièvre est très élevée, alors que dans l'angine virale, elle est un petit peu moins élevée. Une autre caractéristique, c'est à l'examen de la gorge. Donc, à l'examen de la gorge, vous avez un exsudat, une augmentation du volume de l'amygdale. Donc, il y a une congestion, un œdème. Et puis après, il y a surtout des petits piquetés sur le palais, des petits piquetés blanchâtres. Chez l'enfant ou l'adolescent qui a plutôt une angine virale, ça va être une simple rougeur de l'oropharynx. Il y a aussi des signes accompagnateurs. Les ganglions dans l'angine post-streptococcique qui sont sensibles alors qu'ils ne le sont pas dans les infections virales. Autre chose, c'est que vous avez une érosion scrableuse au niveau des narines et
pour l'angine plutôt virale, vous avez tout le tableau clinique d'une infection virale, c'est-à-dire une toux, un enrouement, des sécrétions nasales, une conjonctivite, donc c'est comme un gros rhume. Donc voilà pour comment reconnaître une angine post-streptococcique d'une angine virale. La prophylaxie primaire, on en a parlé, c'est un enfant ou un jeune adolescent ou un adulte qui fait des angines à répétition à qui qu'on va traiter pour éviter la survenue du rhumatisme articulaire aigu, des angines plutôt bactériennes, bien sûr, je viens de vous les décrire. Et puis après, vous avez maintenant la prophylaxie secondaire. Alors la prophylaxie secondaire, à qui elle s'adresse? Elle s'adresse soit à des malades chez qui on a posé le diagnostic de poussée rhumatismale, donc on va les traiter pour que ça ne récidive pas, ou alors chez des personnes chez qui on a posé le diagnostic échocardiographique d'une valvulopathie rhumatismale, donc on va les traiter pour éviter la récidive. Alors, c'est le même traitement, c'est le même schéma, c'est la benzéthylbenzine pénicilline, la pénicilline V lorsqu'il y a une contre-indication aux intramusculaires ou de l'érythromycine lorsque vous avez une contre-indication aux pénicillines, une allergie plutôt aux pénicillines. La durée du traitement, alors maintenant, c'est pareil aussi, c'est pour ça que c'est bien de classer avec cardite, sans cardite. Donc, si c'est un ERA sans cardite, donc il faut traiter minimum 5 ans ou jusqu'à l'âge de 21 ans. Je donne un exemple. Si quelqu'un a 18 ans, à 15 ans, lorsqu'il fait sa pathologie, donc il faut le traiter pendant 5 ans. Donc, on va le traiter jusqu'à 20 ans. Mais s'il a 18 ans quand il fait sa poussée rhumatismale, on va le traiter pendant 5 ans, donc on va dépasser 21 ans. Donc c'est minimum 5 ans de traitement. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la probabilité de récidive est maximale dans les 5 ans suivant la pathologie. Maintenant, quand vous avez un rhumatisme articulaire aigu avec cardite, mais sans cardiopathie rhumatismale résiduelle, séquelaire. Donc là, il faut traiter beaucoup plus longtemps parce qu'il faut être beaucoup plus vigilant parce que la récidive va en créer une valvulopathie. Donc, il faut traiter minimum 10 ans ou jusqu'à l'âge de 25 ans. Si on a un malade chez qui on pose le diagnostic de valvulopathie rhumatismale séquelaire, là, il faut traiter minimum 10 ans ou jusqu'à voire à vie dans certaines recommandations. Donc, voilà, j'ai fini le cours. J'ai juste envie de vous dire que c'est très important l'éviction scolaire, donc dans une classe, quand un enfant fait une poussée rhumatismale, il faut faire une éviction scolaire pour qu'il n'infecte pas les autres enfants. Et dans une même famille aussi, donc il faut faire de la prophylaxie pour éviter justement l'infection de la fratrie. Et bien sûr, il faut avoir une très bonne hygiène bucco-dentaire. Et de toutes les façons, une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est pour tout le monde. Et je vous remercie.